Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Place à la grande édition de ce lundi. Commençons par cette actualité de la délégation de l'Organisation des Nations Unies qui est au Rwanda pour se rendre compte des réalisations que le pays a atteintes dans le cadre de projets que cette organisation mène en commun avec la Chine. Les détails avec Kassim Youssouf. Il s'agit d'un projet dont l'objectif est le renforcement des capacités des pays dans le domaine de l'agriculture durable à l'aide de la technologie Jinkao qui permet aux petits exploitants agricoles de cultiver des champignons à partir d'herbes séchées et découpées sans abattre d'arbres et sans nuire à l'environnement. Cette technologie est exploitée dans différents pays, mais la délégation onusienne en question a choisi de visiter le Rwanda suite aux résultats qu'elle a générés non seulement dans la culture des champignons, mais également dans la production des aliments pour bétail et dans la préservation de l'environnement au Rwanda. Cette délégation a visité ce lundi la station de Rubona en district de Huye, l'une des 13 stations de l'Office rwandais de développement de l'agriculture RAB, où l'on trouve le projet agricole de champignons que le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales mène conjointement avec l'Université de l'Agriculture et des Forêts de Fujian en Chine. 37 000 cultivateurs ont déjà bénéficié d'une formation sur cette technologie de culture des champignons. À présent, parlons de cette actualité de la sous-région qui reste dominée par les défis sécuritaires, notamment à l'est de la RDC. À ce propos, notre collègue Eddy Sabiti s'est entretenu dans un instant avec maître Jean-Baptiste Gassominari, juriste et analyste de la politique sous-régionale. Il va nous parler de comment il faut comprendre cette crise, mais avant d'y revenir, passons à présent sur le rapport global Rights Index. Nous allons parler de ce rapport 2024 qui révèle que sur 151 pays ayant fait l'objet de l'évaluation, environ 65 n'ont pas respecté les droits des employés en ce moment où le marché de l'emploi n'est pas stable. Ce rapport, dans la publication actuelle et la 10e, révèle que cette transgression s'est accrue de 29%. Des experts dans le domaine de l'emploi indiquent que malgré la mise en place de la législation sociale au Rwanda, elle doit être appliquée comme c'est le cas pour d'autres lois. Suivant l'histoire, l'évolution des droits et libertés ne s'est pas passée de la même manière selon les pays et les continents. Dans certains pays, les libertés se sont développées aussi bien dans le domaine économique, dans le domaine politique que dans le monde du droit du travail. Il y a des pays qui ont des syndicats assez forts, bien organisés, qui sont là depuis des centaines d'années. Et il y a des pays avec des régimes politiques un peu plus durs qui ne veulent pas donner beaucoup de liberté aux travailleurs. Donc, ce qui s'est passé dans les pays que vous mentionnez où la liberté, les droits des travailleurs ont régressé, c'est que dès le départ, il n'y avait pas assez de liberté dans les lois de ces pays. Donc, il ne s'agit pas des pays qui avaient accordé des droits et les ont récupérés, il ne s'agit pas de cela du tout, mais il s'agit plutôt des pays qui n'ont jamais accordé leurs droits aux travailleurs, où il n'y a pas de syndicats, ou selon les cas où les syndicats sont faibles. Donc, dans ces pays, probablement que c'est là où vous avez trouvé le phénomène que vous mentionnez, que les droits des travailleurs ont régressé. L'autre facteur sont des facteurs d'ordre économique. Aujourd'hui, les pays font face à des difficultés économiques de diverses natures. Il y a des pays où on voit qu'il y a l'inflation, aujourd'hui plus qu'avant. Il y a des pays où les emplois ont été détruits.
dans ces pays, même s'il y avait des syndicats, même s'il y avait la liberté d'association, il va être difficile pour un demandeur d'emploi de trouver du travail. Il va être difficile quand l'offre d'emploi et la demande d'emploi n'arrivent pas à se rencontrer de façon égale. Il va y avoir des difficultés et les droits vont reculer. Donc c'est ça les deux causes. D'une part, l'histoire des droits et libertés dans les pays, et d'autre part, la situation économique. Si l'économie ne fonctionne pas bien, ça affecte la vie des individus et aussi ça affecte les droits individuels de toutes sortes. Pourquoi ? Pour pouvoir se rencontrer et négocier des conditions de travail, il faut qu'il y ait le travail déjà. Il faut qu'il y ait de l'emploi. Mais s'il n'y a pas d'emploi, on va se rencontrer pour parler de quoi? On ne va même pas se rencontrer du tout parce que d'un côté, vous avez les employeurs, de l'autre côté, vous avez les travailleurs. Les employeurs viennent avec une offre d'emploi et lorsque l'économie ne fonctionne pas ou est par terre, il n'y a pas d'offre du tout. Donc les droits vont reculer aussi. Tout réside dans la force de l'association. Si l'association est faible, vous comprenez bien que ça va être difficile qu'ils viennent représenter et obtenir des avancées pour les travailleurs. S'ils sont plus forts, c'est bien, mais c'est toujours une question d'équilibre dans ce qu'offre l'employeur et ce que demande le travailleur. Si l'employeur, comme je l'ai dit, est en difficulté, l'offre va être réduite, va être petite. Et la demande des travailleurs en termes de salaire, en termes d'autres avantages, va être grande parce qu'ils sont en difficulté. Donc l'économie est à la base. Deuxièmement, j'ai mentionné la force des associations. L'histoire de pas mal de pays, je ne sais pas au Rwanda, parce que je n'y étais pas, mais la plupart des pays africains, et que les syndicats étaient politisés. Et avec l'évolution, ils sont de moins en moins politisés et de plus en plus faibles. Donc ça, c'est la situation que je remarque aujourd'hui. Par contre, les droits des travailleurs sont non seulement respectés, mais renforcés par la loi et par les systèmes qui ont été mis en place par le gouvernement, le ministère du Travail, de la fonction publique, mais aussi l'inspection du travail, qui veille à ce que les droits élémentaires soient respectés. Mais des acquis plus importants sont atteints lorsque l'économie est en bonne santé. L'actualité de la sous-région reste dominée par des défis sécuritaires, notamment à l'est de la RDC. À ce propos, notre collègue Edi Sabiti s'est entretenu dans un instant avec maître Jean-Baptiste Gassominari, juriste et analyste de la politique sous-régionale. Il nous parle de comment il faut comprendre cette crise qui perdure et les chances de la paix dans cette région. Merci beaucoup, maître Jean-Baptiste Gassominari, de vous joindre à nous. Alors, maître, deuxième réunion ministérielle sur la situation de sécurité et de paix à l'est de la RDC. C'est une question qui a été au centre de plusieurs discussions au niveau de la région, en international aussi. C'est une réunion qui aurait dû, que l'Angola avait déjà convoquée au mois d'avril dernier et les autorités congolaises n'y avaient pas répondu. Finalement, au mois de juillet, ils sont là, ils ont participé. Comment comprendre la position, par exemple, des autorités? Est-ce que les obstacles qu'il y avait en avril ont été levés cette fois-ci? Absolument non. Les obstacles n'ont pas été levés, mais ils ont été contraints de changer leur position. Parce que, contraints par quoi, maître? Non, parce que, bon, ils ont
beaucoup de contraintes. La première est la contrainte sécuritaire. Parce que la question dont il est question est une question sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, tous les acteurs demandent aux autorités congolaises de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir rétablir la paix et la sécurité à l'est du pays. Et je pense que c'est la première contrainte. La deuxième, c'est que en refusant d'aller à Luanda en avril, ils avaient beaucoup foi en l'option militaire. Mais malheureusement, je ne dirais pas que ça a tourné au vinaigre, mais c'est presque tout à fait ça, parce que l'armée congolaise a subi plusieurs revers de la part des rebelles qui le combattent. Donc ils ont perdu toutes les batailles, ils ont perdu la grande agglomération de Kanyabayonga, ils ont perdu la grande agglomération de Kibumba, une grande partie du territoire de Lubero est maintenant occupée par la force rebelle, la force de l'AFC M23. Donc je pense qu'il y a toutes ces contraintes qu'il y a autour de la guerre qu'ils ont perdue, qui a fait qu'ils ont fléchi et ont accepté enfin d'aller à Luanda et discuter avec les personnes qui devaient discuter avec eux sur le plan de paix. Quel intérêt le gouvernement congolais a aujourd'hui, par exemple, à fermer l'oreille aux desiderata ou à écouter ce que, par exemple, l'AFC M23 a à dire quand il dit « niet » à toute discussion avec l'AFC M23 ? Qu'est-ce qu'il a à perdre et qu'est-ce qu'il a à gagner en refusant cela? Dites-nous en tant qu'observateur. Le gouvernement a beaucoup à perdre à ne pas négocier avec le M23. Si c'était un gouvernement responsable. Tout gouvernement responsable ne supporterait pas qu'une grande partie, que des pas entiers de son territoire puissent être occupés par une force rebelle. Mais malheureusement, c'est ça le cas. Ils disent quand même que c'est pour la cause du peuple qu'ils le font. Quelle cause du peuple? Parce que c'est le peuple qui occupe, à moins qu'ils disent qu'ils n'ont pas la capacité de protéger le peuple et qu'ils délèguent ce pouvoir au M23. Là, je comprendrais. Mais ce qui n'est pas le discours de Kinshasa. Parce que, bon, en refusant de négocier, ils font la promotion d'un discours populiste pour dire qu'ils ne peuvent pas négocier avec des personnes qu'ils qualifient de terroristes et d'autres qualificatifs que dont je ne veux pas même faire mention. Mais la réalité est tout autre sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, le territoire, la province du Nord Kivu, est presque entièrement occupée par le M23. Si peut-être vous enlevez peut-être la ville de Goma, mais qui est aussi asphyxiée, parce que tous les axes qui mènent vers Goma ne sont pas sous contrôle gouvernemental. Aujourd'hui, le Grand Nord qui était épargné est occupé à moitié. Qui sait ce qui va advenir demain si le gouvernement congolais décidait de reprendre les hostilités? Parce que, je le disais tantôt, le M23 ne réagit qu'à des attaques qui sont lancées par le gouvernement. Et en repoussant l'ennemi, il conquiert de nouveaux espaces et de nouveaux territoires. Donc, ça, c'est une évidence. Mais le gouvernement, en refusant de négocier, non seulement ils font la promotion de ces discours populistes dont je faisais mention tout à l'heure, mais aussi les autorités gouvernementales qui sont dans les deals. Ils font beaucoup d'argent dans la guerre, parce que la guerre, c'est aussi une forme de business. Vous dites que cette guerre permet à certains, à Kinshasa, de se remplir les poches? Mais bien entendu. Et avoir le marché qu'ils distribuent pour l'achat des armes, l'achat de nourriture, enfin, tout ce qu'on appelle effort de guerre, entre guillemets, qui est tout autour de cette guerre, c'est aussi un autre business. C'est quelque chose qui est voilé, qui n'est pas vu par des observateurs qui ne sont pas avisés, mais il y a aussi ce côté business, parce que ni ces intérêts obscurs que certains entretiennent dans ces conflits,
qui malheureusement, un conflit qui part avec tous ces maux, la mort des personnes, la destruction des biens et autres. Mais il y a des gens qui s'enrichissent grâce à ça et qui n'aimeraient pas que ces conflits, qui aimeraient que ce conflit soit perpétuel parce qu'ils en tirent leur gain. Et je pense que ce sont ces gens-là qui tirent des ficelles pour que la guerre ne se termine pas. Certains parmi les jeunes qui participent à l'exposition internationale organisée à Gikondo affirment que le fait d'avoir créé différents emplois, y compris ceux liés aux arts et à l'artisanat, a changé leur vie et leur a permis de se développer et d'améliorer leur bien-être. Les détails avec Amandine Dikumasabo. Les jeunes entrepreneurs, particulièrement ceux qui sont dans le domaine d'huile alimentaire et des cosmétiques naturels, conviennent que lorsque les jeunes trouvent une activité rentable, c'est un bénéfice pour eux et pour leur famille. Nous sommes la jeunesse, on s'entraide, visant notre propre développement. On n'a vraiment pas beaucoup de choses, mais on a quand même tout ce dont nous avons besoin. Certains payent leur minerval et d'autres payent leur loyer. C'est la troisième fois que Mugenzi Damascène, qui a créé des œuvres dans le domaine de bijoux en perles et métal, participe à une exposition internationale. Il indique que son travail, qu'il appelle la création d'art africain, l'a déjà aidé à se développer et à avoir un impact positif sur la vie d'autres jeunes qu'il a lui-même embauchés. Tout d'abord, ça m'a permis de finir mes études universitaires car j'avais suspendu faute de moyens. Et après, j'ai pu acheter une parcelle grâce à mes activités dont vous voyez le résultat ici. Je travaille avec des filles mères, elles m'aident et parfois vont travailler indépendamment et leur vie a été améliorée. Certaines peuvent maintenant payer le minerval de leurs enfants. La jeunesse peut s'occuper de manière bénéfique pendant les vacances, comme l'indique Ayujour Natacha, qui a choisi de travailler à l'exposition nationale et qui est convaincue qu'elle va pourvoir à ses propres besoins à la rentrée scolaire. Je parviendrai à avoir l'argent de poche que je vais utiliser à mon retour à l'école sans demander à mes parents. Je vais m'acheter ce que je veux sans toutefois demander à qui que ce soit. L'exposition internationale qui se tient à Gikondo prendra fin le 15 de ce mois. Certains jeunes étudiants ont trouvé du travail affirmant que l'argent qu'ils gagneraient les aiderait à subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. La jeunesse qui y participe ne se contente pas seulement de passer le temps de manière productive, mais elle acquiert également des compétences professionnelles. Pour que l'investissement public soit rentable, ceux qui ont la responsabilité de sa gestion devraient avoir la mentalité d'œuvrer pour la réalisation du bénéfice commun. C'est le cas dans les entreprises privées qui estiment les économistes et autres experts en gestion des deniers publics. La Commission du développement économique et financier au Sénat du Rwanda indique en effet que l'investissement public placé dans certains établissements est sur la bonne voie de réalisation de bénéfices, mais qu'il faut davantage d'audits et de conseils à chaque établissement pour parfaire son fonctionnement et que le but escompté soit atteint. Les détails avec Assim Youssouf. Les observations de la Commission économique du Sénat à propos du rapport de l'auditeur général des finances publiques pour l'exercice budgétaire clôturé le 30 juin 2023 concernant les établissements publics à but lucratif révèle que certains d'entre eux ont eu des problèmes à réaliser du bénéfice ou à disposer des liquidités et à s'acquitter de la dette que le gouvernement a notamment contractée pour mettre en place des projets de développement, laquelle dette est évaluée à 275 milliards 386 778 423 francs rwandais. Des économistes font cependant observer que l'investissement public est différent de l'investissement privé. La plupart du temps, lorsque le gouvernement choisit d'investir dans des activités commerciales, c'est souvent parce que les personnes qui étaient censées réaliser ces projets n'ont pas réussi à les mener à bien. Ces échecs peuvent être attribués à diverses raisons. Par exemple, le secteur financier dans lequel ils s'apprêtent à investir
pourrait nécessiter des investissements substantiels ou d'autres défis pourraient empêcher le secteur privé de s'engager dans de telles activités. Il peut également s'agir d'un nouveau secteur que les gens ne connaissent pas encore, ce qui inciterait le gouvernement à investir d'abord pour démontrer que le succès est possible. Ces économistes estiment par ailleurs que ceux à qui la gestion des établissements publics à but lucratif a été confiée devraient comprendre qu'ils doivent les rentabiliser comme cela est fait dans les entreprises privées. Un autre point à considérer est que les fonds disponibles dans une certaine institution doivent être bien entretenus. Par exemple, si une institution dispose de bus et qu'un certain outil est endommagé, il ne faut pas l'ignorer ou le négliger, laissant le bus inutilisable. Au lieu de cela, il devrait y avoir un système en place pour gérer les fonds gouvernementaux avec autant de diligence que l'on gère ses propres ressources. Si votre véhicule est endommagé, vous ne le laisserez pas simplement au garage. Vous ferez un suivi jusqu'à ce qu'il soit réparé et opérationnel à nouveau. De même, les actifs publics doivent être entretenus et gérés avec le même niveau de soins et de responsabilité. La Commission du développement économique et financier au Sénat estime qu'il y a des établissements publics dont l'exploitation est performante, mais qu'il faut davantage de suivi pour s'assurer que leur gestion est saine. En tant que commission, nous avons constaté que les investissements publics obligent les institutions où ils sont placés à prendre des mesures pour réaliser des bénéfices. Par conséquent, nous pensons que davantage d'efforts devraient être déployés pour analyser, surveiller et conseiller les établissements publics engagés dans des activités commerciales. Cela contribuera à améliorer l'économie du pays et à améliorer le bien-être de la population. Le rapport de l'auditeur général des finances publiques pour l'exercice budgétaire clôturé le 30 juin 2024 montre que certains établissements publics tels que Rwanda Energy Group, REG, l'Office national de développement des exportations agricoles, NAEB, et l'Office rwandais pour la promotion du développement du transport, RTDA, progressent bien dans leur gestion qui a été qualifiée d'excellente, notamment en ce qui concerne la tenue des livres comptables et l'application des lois. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.